Madianites. Nous avons exposé déjà tout à l'heure l'origine des Madianites, ou Keturah. Nous les avons montrés habitant d'abord au Hedjaz et le pays autour de la Mecque, puis rejetés dans la partie orientale de l'Arabie pétrée par les Jorom Djektanides. Nous avons essayé aussi de préciser quel était le territoire occupé par les Madianites. En l'absence d'indications bien claires de la Bible à ce sujet, il s'étendait, avons-nous dit, depuis la rive orientale du golfe hellénique, dans les environs duquel saint Jérôme plaça la ville de Madian, dont les géographes arabes du Moyen-Âge décrivent les ruines jusqu'à la frontière des pays de Moab et d'Ammon, et ce fut dans les plaines de ce dernier côté qu'un fort ancien roi d'Édom vainquit les Madianites. La masse principale et compacte de la nation habitait du moins le territoire ainsi défini, car du temps de l'exil de Moïse, une tribu détachée du reste du peuple, nous ne savons pas quelle cause, vivait à l'état nomade dans les environs des monts Horeb et Sinaï. Elle était dirigée par le prêtre Jéthro, qui devint le beau-père du législateur des Hébreux. Nous avons extrêmement peu de renseignements sur l'histoire des Madianites. Quand les Hébreux vinrent camper dans les plaines de la rive orientale du Jourdain, les gens de Madian s'allièrent contre eux aux Moabites. Les deux peuples essayèrent de combattre l'immigration conduite encore par Moïse au moyen des malédictions du devin Balaam et par les séductions voluptueuses du culte de Baal Phégor. Moïse répondit à ces tentatives par une guerre ouverte contre les Madianites. Tandis qu'il recommandait aux Hébreux d'épargner les gens de Moab, en tant que descendant de Lot, Phinéas, fils du grand prêtre Éléazar, reçut le commandement d'un corps de 12 000 Israélites, 1000 sans doute par tribu, avec lesquels il pénétra jusqu'au cœur du pays de Madian, faisant sur sa route un grand carnage et tuant 500 des principaux chefs. Environ 2 siècles après, dans le livre des Juges, les Madianites nous sont représentés comme un peuple devenu très puissant qui fit peser sur les Hébreux pendant 7 ans le fardeau de la plus dure oppression et les soumettant aux ravages périodiques que fit cesser Gédéon. Tout ce qui était entré de Madianites sur le territoire d'Israël fut alors exterminé, et jamais pendant toute la période républicaine. Les Hébreux ne remportèrent un plus éclatant succès. À dater de ce jour, les Madianites furent rayés du nombre des nations considérables et indépendantes. Il n'est plus question dans la suite de la tribu de Madian, ni de celle d'Épha, qui s'en sépara, que comme de tribus assez faibles soumises au roi des Édomites et s'adonnant exclusivement au métier de caravane marchand entre la Phénicie ou la Palestine de l'Arabie méridionale. Les Édomites ou Éduméens furent dès une époque fort ancienne la principale nation de l'Arabie pétrée parmi les branches issues des Amalika primitifs. D'après les traditions arabes, il correspond à celle des Arkham, et la postérité des Sceaux, comme nous l'avons déjà fait voir, après s'être établie au milieu d'eux, devint la famille dominante et leur fournit leur chef. Le centre originaire des Édomites fut le mont Séhir, puis ils s'entendirent surtout le pays appelé par les Grecs Jébalène, c'est-à-dire sur la prolongation des montagnes qui vont rejoindre au nord le pays de Moab sur la vallée d'Araba et les hauteurs qui l'abordent. Ils eurent de très bonne heure un certain nombre de villes sur leur territoire. Le 38e chapitre de la Genèse vous fournit d'amples renseignements sur la période la plus reculée de l'histoire des Édomites. Nous y voyons qu'ils furent d'abord divisés en 10 tribus, dont chacune avait un chef appelé Aloup et descendant d'Esso. La plus importante de ces tribus était celle de Temmam, renommée par sa sagesse, qui joue un grand rôle dans le livre de Job, un des principaux interlocuteurs du patriarche de la terre de Us, et y est donné comme Thémanite. Un peu plus tard, les divisions des tribus se modifièrent, car après l'énumération que nous avons reproduite au chapitre 1er du livre, on en trouve à quelques versets
de distance dans le texte sacré une seconde qui compte 11 chefs de tribu faisant souche d'Alouf, Tama, Alva, Jété, Olibana, Ela, Finon, Kénez, Temmam, Matsar, Magdiel et Hiram. Les Édomites de la Jébalen reconnurent de bonne heure les inconvénients de la division des tribus et adoptèrent le système de la monarchie élective, tandis que ceux du mont Séhir conservèrent leur organisation patriarcale. La Genèse nous a conservé la liste des rois de la Jébalen, sans doute jusqu'au temps de Moïse. On est du moins porté à le supposer, malgré l'interpolation dans cet endroit d'une phrase qui n'a pu être ajoutée qu'après l'établissement de la royauté dans Israël. La liste comprend 8 noms seulement, et ainsi elle ne ferait pas remonter à plus de 2 siècles avant l'Exode. En tout cas, la royauté de la Jébalen était certainement antérieure à ces événements, car les livres saints nous racontent que les Édomites du mont Séhir, encore constitués en tribus, accordèrent aux Hébreux le passage, tandis que le roi d'Édom, c'est-à-dire celui des Édomites de la Jébalen, leur refusa, qui força Moïse à prendre la lisière du désert et à contourner le pays de Moab pour arriver sur le Jourdain. Les 8 rois électifs d'Édom mentionnés par la Bible sont, dans leur ordre de succession, Béla, fils de Béor, de la ville de Din-Haba, Jobab, fils de Zérach, de la ville de Bosra, qu'il ne faut pas confondre avec la grande ville du même nom dans le Horan, et qui doit être sans doute assimilé au village actuel de Boseira, dans le Djebal, où le voyageur Burkhardt signa de grandes ruines, Shusam du canton de Temmam, Hadad, fils de Bédad de la ville d'Avil. Ce fut lui qui bâtit les Madianites dans les plaines de Moab, Shemlal de la ville de Masrekah, Saul de la ville de Rehoboth, Baal Shanan, fils d'Akbor, enfin Haddar de la ville de Pau. Cette liste, on le voit, nous fait connaître les plus anciennes villes des Édomites de la Jébalen en même temps que leurs princes. Plus tard, la royauté devint héréditaire et son pouvoir s'étendit à toutes les fractions du peuple d'Édom, et même après Gédéon, aux débris de la nation madianite. À partir de l'établissement des Hébreux dans la terre promise, nous voyons les Édomites à chaque instant en guerre avec eux, comme les autres peuples voisins. Pourtant, ils n'eurent qu'une part secondaire dans les entreprises hostiles à la nationalité israélite qui remplirent toutes les périodes des juges ou suffètes. Saul combattit avec succès les gens d'Édom. Sous David, les généraux Joab et Abazaï les soumirent complètement et David plaça des garnisons dans leurs villes. Ce fut dans leurs ports d'Élat et d'Azion-Gaber que furent équipées les flottes envoyées à frais communs dans l'Inde par Hiram et Salomon à la fin du règne de ce dernier prince. Hadad, rejeton de l'ancienne maison royale des Édomites qui avait été arrachée dans son enfance au massacre impitoyable exécuté par les ordres de Joab et qui avait grandi à la cour égyptienne de Tanis, excita un soulèvement grave dont la répression donna beaucoup de peine à Salomon, mais qui finit pourtant par être comprimé. Après le chiisme des 10 tribus, les Édomites restèrent dépendants des rois de Juda sous Josaphat encore. Il n'y avait pas de rois nationaux, mais de simples vice-rois envoyés de Jérusalem, et leur port de mer sur le golfe hellénatique était au pouvoir des Juifs. Le vice-roi d'Édom, contemporain de Josaphat, eut une part considérable à la défaite de Mésa, roi de Moab, par Josaphat et Joram. Quelques mois après, il est vrai, nous voyons les Moabites parvenir à soulever les Édomites et envahir avec eux le territoire de Juda jusqu'à En-Gadi. C'est probablement alors qu'il faut placer l'histoire d'un vice-roi d'Édom brûlé vif par les Moabites, dont parle le prophète Amos. Mais Moabites et Édomites furent
taillés en pièces par Josaphat. Au temps de Joram, enfin, profitant de la décadence qui commençait à se manifester dans le royaume de Juda, les Édomites se rendirent indépendants et recommencèrent à avoir des rois nationaux. Amazia les vainquit dans une grande bataille à la vallée de Saline et s'empara de la ville de Séra, plus tard appelée des Grecs Pétra, qui était devenue la capitale de la nouvelle monarchie édomite comme Bosra avait été celle de la première. Le roi de Juda essaya alors en signe de conquête d'imposer à Séra le nom nouveau de Joktéel, mais les gens d'Édom reconquirent bientôt leur pleine indépendance sous Achaz, grâce à l'appui de Razin, roi de Damas, et de Phassé, roi d'Israël, alors en guerre avec ce prince. Une armée syrienne, après avoir traversé tout le territoire de Juda, gagna le pays d'Édom et enleva Achaz pour la rendre aux indigènes. La ville importante d'Élat, qui était parvenue à résister à Amazia, mais que son fils Osia avait prise et fortifiée en y plaçant une garnison juive, enfin prenant l'offensive à leur tour, et dévastèrent toute la patrie méridionale du pays de Juda. Le royaume d'Édom se trouva ainsi reconstitué d'une manière définitive, comprenant le mont Séhir, la Jébalène, l'ancien pays de Madian, et toute la région qui s'étend jusqu'à la Leucée, Comée des Grecs, Aouara de nos jours, sur les bords de la mer Rouge, à la lisière de Hedjaz. Mais c'est précisément aussi à partir de ce moment qu'il cesse d'être question des Édomites dans l'histoire des rois de Juda. Le premier prince de leur nouvelle monarchie fut sans doute ce Kamos-Mélec que le roi d'Assyrie, Téglat-Pal-Assar II, dans la 18e année de son règne, en 732, énumère parmi ses tributaires, à côté de Dachaz, roi de Juda. Il eut pour successeur immédiat Malikram, que Sennachérib trouva sur le trône quand il fit son expédition de Syrie.